Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Alors effectivement, vos micros sont coupés, vos caméras sont coupées. Là, on est sur un format webinaire, donc c'est normal. Vos questions, vos interventions sont plutôt à faire sur le fil de conversation. OK. Eh beh, merci l'association Boffier pour vos réponses et aux autres aussi. Bon, c'est bon, donc vous avez l'air de m'entendre, super. Donc, écoutez, je vais démarrer. Je vous remercie de vous être tous rendus disponibles, pour ce, webinaire qui est consacré aux conventions d'objectifs et de financement que vous signez avec la CAF. Moi, je suis Estelle Ducournau, je suis responsable, des aides financières collectives, donc plutôt la partie gestion administrative, des financements. Je vais faire cette présentation avec Stéphanie Délias, qui est assistante technique, au sein des AFC. Bonjour. Donc, je vous partage l'écran avec la presse. Hop. OK, donc aujourd'hui, on va surtout parler des conventions. Donc dans un premier temps, on va rebalayer l'ensemble des pièces justificatives qui sont à fournir dans le cadre d'un conventionnement. Ensuite, on va faire un focus sur, l'intégration donc de l'article sur les sanctions, qui est intervenu depuis 2025 dans les conventions. Et puis, ensuite on va vous donner deux-trois évolutions qui sont prévues sur 2026 et qui sont en lien avec les conventionnements. Je vous propose de commencer, déjà par voir un petit peu, dans quel contexte on est, hein. Évidemment, on a eu, le renouvellement, de la convention d'objectifs et de financement. Donc ça, c'est, hem excusez-moi, je me suis trompée. Là, en fait, j'ai confondu, convention d'objectifs et de financement et convention d'objectifs et de gestion. C'est pas du tout la même chose. Quand vous renouvelez votre convention d'objectifs et de financement, elle s'inscrit dans un contexte majoritairement de renouvellement de la convention territoriale globale qui est sur votre territoire. Et puis aujourd'hui, du coup, va s'ajouter à ça un certain nombre d'évolutions, le régime des sanctions contractuelles. Il y a des nouvelles pièces justificatives qui sont à fournir. Il y a des évolutions qu'on va vous présenter rapidement sur les modalités de signature et puis, le contexte 2026 avec les élections municipales qui vont forcément avoir un impact aussi sur nos signataires. Rapidement, le cycle très schématique du partenariat, ou en tout cas de la convention en elle-même, puisque la convention, elle est conditionnée par le recensement d'un certain nombre de pièces justificatives. Et puis, ensuite, une fois qu'on a signé la convention, part donc, un engagement autour des déclarations, d'activité, des déclarations financières et de l'ensemble des données qui permettent le paiement des droits. Voilà, donc ça, c'est de manière très schématique le contexte dans lequel on est et en gros comment fonctionne le conventionnement. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a pas mal d'informations, sur, les pièces justificatives. Donc Stéphanie, je te laisse, la parole. J'arrête le partage. Oui. Alors, du coup, moi, je vais prendre le partage. Alors, bien entendu. Hop là, voilà. Donc, est-ce que là, vous m'entendez également? Pour moi, c'est bon, hein. Oui, OK. Donc, on va faire un premier chapitre. On va voir dans ce premier chapitre donc les pièces justificatives. Donc, un petit rappel concernant les pièces justificatives qui sont nécessaires au conventionnement. Donc, par rapport au contexte dans lequel on arrive,
vous allez être tous concernés par un appel de pièces justificatives si vous êtes bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement de type prestation de service. Donc, vous allez être concernés par un appel de pièces complet pour les conventions qui arrivent à échéance au 31 décembre 2025. Donc, ça, c'est comme d'habitude. Il ne va pas y avoir de modification particulière pour vous. Par contre, si votre convention est en cours de validité, là, vous allez être concerné par un appel de pièces justificatives, ce qu'on appelle les pièces gestionnaires. Donc ça, ça va être la nouveauté cette année. Donc, pour rappel, en tout cas, la signature des conventions pour un suivi habituel, elle doit intervenir avant le 31 mars de l'année pour avoir un droit sur l'année complète. Si ce n'est pas le cas, il y aura une rétroactivité de 3 mois qui est possible. Donc là, par rapport à cette année et au contexte que Estelle vous a présenté tout à l'heure, et afin d'éviter la rupture des financements pour les équipements à gestion publique, une rétroactivité des échanges, ça permettra une signature des conventions avant la fin des mandats, puisque les élections municipales auront lieu entre le 15 et le 22 mars 2026, et ensuite ce sera pareil pour les élections des présidents des communautés de communes. Donc, plus particulièrement, les pièces justificatives gestionnaires nécessaires au conventionnement, donc elles sont référencées dans l'article 6 de votre convention d'objectifs et de financement. Donc, la majorité d'entre vous allez être concernés donc, par cette attestation de non-changement de situation qui elle-même concerne le relevé d'identité bancaire, le SIREN, les statuts pour les associations ou les EPCI et le récépissé de déclaration en préfecture. Donc, la nouveauté à partir de 2026, c'est que la CAF procédera à un appel de cette pièce tous les ans, donc en début d'année ou en fin d'année précédente. C'est-à-dire que là, d'ici quelques semaines, vous allez être concerné par cet appel de pièces. Donc, ce qu'on peut vous rappeler, c'est que tout document non coché dans l'attestation de non-changement doit être fourni simultanément à l'attestation et en cours de validité. Et selon les termes de la convention, il est de votre responsabilité de transmettre à la CAF les pièces justificatives dès lors qu'il y a un changement ou une modification. Vous n'êtes pas censé attendre cette attestation de nos changements pour nous fournir tous les documents qui ont changé. Et ça, c'est valable pour les pièces justificatives gestionnaires, mais pour toutes les autres pièces que l'on va voir à la suite. Donc, pour vous expliquer concrètement ce que l'on attend, voilà des exemples d'attestation de non-changement de situation, donc pour une collectivité territoriale ou pour une association. Donc, les pièces qu'elles concernent sont donc précisées à l'intérieur de l'attestation. Et si toutefois vous avez changé de SIREN, de RIB ou de statut ou de récépissé de déclaration en préfecture, à ce moment-là, vous ne cochez pas la pièce, mais vous la fournissez en même temps que l'attestation de non-changement. S'il n'y a pas de changement, vous cochez toutes les cases et vous transmettez cette attestation. Donc, c'est bien le responsable légal de la collectivité ou de l'association qui signe et date et transmet cette pièce. Donc, l'appel annuel sera aussi, concernera aussi la liste des membres du bureau, puisque désormais, nous devons être en possession d'une liste de membres du bureau inférieure à moins de 12 mois. Donc, elle doit être datée et signée. Et si vous avez une délégation de signature, il faut nous la transmettre aussi. La liste des membres du bureau concerne essentiellement les associations,
Mais compte tenu du contexte d'élections municipales et donc des collectivités aussi intercommunales, on vous demande aussi de nous transmettre la délibération du conseil lors de l'élection du maire ou du président. Ça nous permet d'avoir assez rapidement et de façon officielle le nom des responsables légaux. Donc, une nouvelle pièce à nous fournir également, c'est le bilan comptable associatif. Donc, pour les gestionnaires bénéficiaires de prestations de services, on procédera également à l'appel de cette pièce tous les ans, en même temps que l'attestation de non-changement et la liste des membres du bureau. Et donc, on vous demande de nous fournir donc le dernier bilan comptable en votre possession. Et puis, vous avez remarqué donc que depuis 2025, on vous demande également cette pièce, l'attestation de vigilance URSSAF, qui est indispensable aujourd'hui pour établir tout type de convention d'objectifs et de financement, que ce soit prestation de services ou subvention, et également pour recevoir un paiement de la caisse d'allocation familiale. Donc, contrairement aux autres pièces, celle-ci, on procède à l'appel tous les 6 mois en fonction de la date d'échéance de votre précédente attestation. Donc, tous les mois, on a la liste des partenaires qui sont concernés par une attestation de vigilance URSSAF qui arrive à échéance. Donc, pour information, on procède à un appel, puis à un rappel, et on s'arrête là. Donc, sans réponse de votre part, tous les droits pour lesquels on n'aura pas d'attestation de vigilance seront suspendus. Donc, on n'aura pas reçu cette attestation de vigilance. On passe maintenant aux pièces justificatives équipements ou services qui sont également nécessaires au conventionnement. Donc ça, ce sont des pièces que l'on va vous demander à chaque renouvellement de convention. Et selon, donc pareil, hein, dès qu'il y a une modification dans un projet, un organigramme, une personne, une animatrice ou un animateur pour lequel sa fiche de poste est nécessaire, il faut nous fournir la pièce dès qu'il y a modification. Donc, quelques particularités qui peuvent être à la fois nouvelles ou c'est un rappel. Donc, pour les projets de structures qui sont agréés par la CAF, donc les RPE, LAEP, les classes, les centres sociaux, les équipements de la vie sociale, structures jeunesse et médiation familiale, la durée de validité de votre projet doit être inscrite sur le projet et elle doit répondre et correspondre à la durée de l'agrément demandé. Pour le projet éducatif ALSH, une attestation de non-changement suffit s'il n'y a pas eu d'évolution. La même chose pour un agrément PMI pour les établissements d'accueil du jeune enfant. Et donc, la nouveauté, c'est que pour les bénéficiaires du bonus attractivité pour les équipements d'accueil du jeune enfant, il nous faut une attestation de non-changement sur la revalorisation des professionnels de la petite enfance. Donc ça, c'est nouveau aussi. Alors, un petit zoom pour les structures qui ont un contrat de concession. Donc, vous n'êtes pas nombreux. Donc, dans ce cadre-là, il faut nous fournir le contrat de concession entre le concédant et le concessionnaire. Sachant que la convention d'objectifs et de financement qui sera faite, elle ne pourra pas excéder la date du contrat de concession. Et on vous rappelle qu'il est fortement conseillé d'anticiper le renouvellement des contrats de concession, puisque comme on a besoin de ce contrat pour renouveler notre convention d'objectifs et de financement, toujours pour la même chose, pour qu'il n'y ait pas de rupture de financement, on vous conseille fortement donc d'anticiper
ce renouvellement, éventuellement, si possible, de contractualiser sur des années civiles et de formaliser à l'intérieur de ce contrat de concession le versement direct des subventions de la CAF aux concessionnaires. Un zoom aussi sur les annexes lieux d'implantation qui concernent les accueils de loisirs, les lieux d'accueil enfants-parents et les espaces rencontres. La nouveauté, c'est la transmission d'une annexe à jour à chaque renouvellement de convention ou de modification. Les années précédentes, on vous demandait une attestation de non-changement. Là, il va falloir nous remettre une annexe à jour à chaque renouvellement de convention. Et on vous précise que les adresses que vous indiquez à l'intérieur de ces annexes lieux d'implantation font l'objet d'une vérification auprès des répertoires nationaux de géolocalisation. Donc, il faut bien que l'adresse corresponde à l'adresse exacte connue des répertoires nationaux. Un zoom également sur la fiche de référencement monenfant.fr. Donc, la nouveauté, c'est qu'il faut que vous nous transmettiez absolument une nouvelle fiche de référencement si vous êtes non référencé dans monenfant.fr ou si vous êtes référencé mais non habilité au moment du renouvellement de votre convention. Donc, pour rappel, l'habilitation vous permet d'effectuer vos modifications par vous-même sur le site monenfant.fr sans l'intervention de la CAF. Donc, c'est plus simple pour vous, c'est plus simple pour nous. Donc, on vous encourage fortement à faire une demande d'habilitation pour pouvoir effectuer toutes vos modifications. Et enfin, le troisième type de pièces justificatives sont les pièces justificatives nécessaires au paiement, donc qui sont listées dans l'article 6.3 de vos conventions d'objectifs et de financement. Donc, elles sont nécessaires pour le paiement de vos prestations de services. Donc, les données d'activité et les données financières via le service à phase de mon compte partenaire font partie des pièces justificatives nécessaires au paiement. Donc, ça concerne les déclarations prévisionnelles, donc avec une échéance de transmission conventionnelle au 31 mars de l'année. Ensuite, les déclarations prévisionnelles actualisées à juin. Donc, l'échéance, c'est le 15 juillet et c'est un panel cible d'équipements d'accueil du jeune enfant, d'accueil de loisirs, de services d'aide à domicile, les coordinateurs au niveau du pilotage des CTG. Donc là, c'est juste un panel cible. Également pour les déclarations actualisées à septembre, donc là, c'est tous les équipements EAJE, ALSH, relais petite enfance, aide à domicile et pilotage. Et puis également les déclarations réelles. Donc là, c'est tous les équipements services qui sont concernés. Donc, une petite particularité également pour les accueils de loisirs les accueils de loisirs sans hébergement, pardon. La pièce justificative nécessaire aussi au paiement, c'est votre récépissé de déclaration SDJES. Pour le paiement de certaines prestations de services et de subventions, on a également besoin d'un bilan annuel ou d'un rapport d'activité. Donc, on a plusieurs applicatifs informatiques spécifiques pour certaines prestations de services. Donc, pour les relais petite enfance, c'est via Sphinx. Pour les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, le bilan est à transmettre via Espada. Et pour les services d'aide à domicile, c'est via Adonis. Pour tous les autres équipements, donc équipements de la vie sociale, centres sociaux et tous les autres projets subventionnés dans le cadre de l'appel à projet, c'est par mail à l'adresse habituelle aidepartenaire@caf17.caf.fr.
Donc, on vous rappelle que les rapports d'activité peuvent nous être adressés avant validation de votre assemblée générale. Ça ne bloque pas. Et alors, un grand rappel aussi, c'est que les notifications de paiement sont à disposition des utilisateurs AFAS pour les déclarations à l'état validé. C'est-à-dire que dès lors que que votre déclaration est validée et donc que vous recevez un paiement, si vous voyez le paiement sur votre relevé de compte, la notification de paiement est disponible dans le service AFAS de mon compte partenaire. Un petit focus sur le paiement des subventions d'investissement. Donc là, pour les bilans, souvent, ils ont lieu plusieurs années après le conventionnement. Donc, je vous rappelle qu'il est nécessaire de transmettre un formulaire de bilan financier de l'opération d'investissement. Il faut qu'il soit complété et signé. Il doit être à l'équilibre avec des montants hors taxes pour les collectivités ou TTC pour les autres demandeurs. Il doit être accompagné des copies des factures signées par la personne habilitée ou un état récapitulatif des dépenses signé également par la personne habilitée. Il faut également la copie de la police d'assurance de l'équipement ou du bien financé. Donc ça, c'est pour les aides à l'investissement sans convention. Et pour les aides à l'investissement avec convention, selon le type de biens et d'équipements conventionnés et des fonds nationaux utilisés, là, on vous demande de vous reporter à l'article de la Convention d'objectifs et de financement relatif aux pièces justificatives parce que ça change selon les conventions. Donc, n'hésitez pas à vous reporter à cet article de la Convention. Voilà, j'arrive à la fin de les présentations des pièces justificatives avec les nouveautés. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Alors, il y a des questions dans le fil de discussion par rapport, à l'actualisation de juin. Il y a quelques partenaires qui réagissent en fait, en demandant si c'est nouveau, mais non, c'est pas nouveau, mais comme on cible en fait certains partenaires, c'est possible que vous n'ayez jamais été concernés. C'est la différence avec l'actualisation à fin septembre, qui elle est sollicitée à 100 de 100 des ALSH sont, sollicités sur l'actu de septembre. En général, sur, l'actu de juin, on est autour de 40-45 des équipements. Alors, les pièces justificatives qui sont nécessaires, à la déclaration et au paiement des prestations, peuvent pas être intégrées, via mon compte partenaire AFAS. Donc, on est obligé, d'avoir un envoi complémentaire par mail. En tout cas, aujourd'hui, il n'existe pas d'autre moyen de nous faire parvenir les pièces justificatives. Alors, j'ai vu qu'il y avait des personnes, qui levaient la main. Alors, je vais aller voir. Je vais vous ouvrir les micros pour que vous puissiez poser, votre question et je le refermerai après. Donc, excusez-moi si parfois c'est pas, bien formulé, parce que le nom des participants est peut-être pas toujours, très clair. Alors, j'ouvre le micro d'Edwige Lescure. Alors là, je pense qu'il faut que vous, ça a pas l'air de fonctionner. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Non, Je me permets de répondre en attendant. Je peux pas désactiver le micro, il faut poser la question dans le fil de discussion. Oui, vas-y Stéphanie. Donc, concernant un prévisionnel coordinateur CTG 2026 déjà demandé, alors qu'on a
que le réel n'a pas été fait. Donc, c'est normal. Plusieurs appels de déclaration prévisionnelle vous ont été envoyés, puisque nous avons possibilité de vous verser une avance dès le 2 janvier, dès le 10 janvier, pardon, 2026. Donc, ça fait plusieurs années déjà que les appels de déclaration prévisionnelle de l'année suivante sont appelés avant les réels de l'année en cours. Et souvent, ils sont effectivement appelés dès le courant du mois de décembre pour les partenaires qui ont une convention en cours. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de convention, si votre convention n'est pas encore signée pour l'année 2026, le prévisionnel ne vous est pas encore demandé. Mais c'est normal d'avoir reçu des prévisionnels. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même d'être en capacité de vous verser une avance rapidement, puisque l'avance, elle est de 70% de la subvention calculée, alors que le réel, c'est un solde à 30%. Donc, clairement, la CNAF souhaite aussi que les partenaires puissent bénéficier d'une avance le plus rapidement possible. C'est pourquoi les prévisionnels partent en général bien avant les réels. Heu, voilà, donc on n'est pas obligé d'attendre le réel pour vous verser une avance. Sachant qu'aujourd'hui, on a un système d'information qui est plus performant et qui nous permet de verser des avances dès début janvier. Donc, voilà, faut pas s'étonner de le recevoir assez tôt. Alors on n'a pas fait d'infos sur l'aide dite complémentaire. Alors l'aide complémentaire, elle est sur nos fonds propres. Aujourd'hui, elle est votée par le CA. Hem Le fait que vous ayez alors là, excusez-moi, je ne sais pas de quelle structure il s'agit, mais en l'occurrence, le fait que vous ayez pas forcément eu de paiement à ce stade, c'est possible parce qu'on a des décisions encore, qui sont en cours de finalisation, de traitement dans le système d'information. Alors, sur l'attestation de non-changement pour le récépissé de déclaration à la préfecture, est-ce que cela inclut également la mise à jour du CA ou seulement la modification des statuts? Donc, oui, la mise à jour du CA, non, on ne vous demande pas ça par rapport à la déclaration à la préfecture. C'est vraiment la mise à jour éventuellement d'une adresse ou effectivement des statuts et tout ça. Concernant la mise à jour du CA, c'est bien la liste des membres du bureau qui, pour nous, est importante. Alors il y a une question autour de l'envoi du PowerPoint. Alors, en fait, quand je parle du CAF.fr, c'est le site internet où, en fait, on peut retrouver un tas de documentation et d'informations, pour les allocataires, mais aussi pour les partenaires. Il y a pas besoin d'avoir un compte sur mon compte partenaire. Le PowerPoint, il va être disponible en se connectant sur le site www.caf.fr. On n'a donc, pas prévu d'envoi par mail, hein, du PowerPoint. Alors, jusqu'à quand est prévu le versement du bonus attractivité? Alors, à minima, jusqu'à la fin de votre convention si les conditions sont remplies pour le percevoir. Quand va-t-on recevoir les attestations à vous renvoyer? Donc là, pour l'instant, les collègues traitent les déclarations actualisées. Donc ça va être dans le courant du mois fin décembre et courant du Ouais. mois de janvier, vous allez recevoir les mails vous demandant de nous fournir les attestations de non-changement, la liste des membres du bureau et votre bilan comptable. Sachant que, comme l'a dit Stéphanie, pour des partenaires qui ont un renouvellement de convention prestation de service au 1er janvier 2026, heu, dans tous les cas, enfin, la demande, elle va être faite pour l'ensemble des pièces. Par rapport au calcul de la PSR-PRE en cas d'absence, à ma connaissance, il y a pas d'évolution, hein.
Non, il n'y a pas d'évolution et tout ce qui concerne vraiment les calculs de prestations de services, on envisage un autre atelier dans le courant du premier trimestre. Mais là, on est vraiment ciblé sur le conventionnement et sur les évolutions liées au conventionnement. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont quand même un petit peu plus individuelles, donc on va les noter, Mmh. et puis on y regardera et on vous répondra. Mais là, tout de suite, on va pas forcément aller chercher l'information que nous n'avons pas, là, tout de suite, maintenant. Donc, je vous Heu, propose oui? Pardon, c'était juste pour demander à madame Lescure de préciser, quelle structure, s'il vous plaît? Voilà. Je pense qu'on peut s'il n'y a pas d'autres questions, individuelles, on peut, merci. On va pouvoir poursuivre. OK. Donc là, je vais continuer sur, le régime de sanctions. Donc je reprends la main sur le partage. Heu, OK. Donc, il faut savoir, que, aujourd'hui, en fait, le partenariat à l'échelle nationale, c'est 120 000 dossiers de financement, 21 000 partenaires différents. Donc, bah, voilà, il y a un travail qui a été fait autour des manquements, hem, qui sont majoritairement de bonne foi, mais malgré tout qui existent et du coup, un régime de sanctions a été inscrit au code de la sécurité sociale, dès 2025. Donc qui vient, en cas de manquement dans l'exécution de la convention, par le gestionnaire et du coup, les CAF décident de mettre en œuvre ou pas une sanction qui est prévue à l'article 9.3 de la convention. Et donc là, en l'occurrence, on va intégrer ce régime de sanctions au fur et à mesure des renouvellements de conventions. Ce qui veut dire qu'en fait, tout le monde, n'aura pas, cet élément-là dans sa convention tout de suite. Et en l'occurrence, les premiers, c'est, en gros, je dirais, toutes les décisions qui sont passées en commission d'action sociale depuis le 30 septembre et qui sont soumises à convention et les prestations de services qui vont se renouveler là au 1er janvier 2026. Donc quels sont les manquements sanctionnables? Donc en fait, ça va correspondre à tout manquement à la convention. L'absence d'affichage obligatoire, l'absence ou le retard d'informations transmises à la CAF par rapport à l'activité de l'équipement, le non-respect par le gestionnaire des obligations à l'égard du public, dans le cadre d'un contrôle de l'activité financée, l'absence de fourniture et de communication des pièces administratives, comptables et financières, et évidemment la falsification des données et des PJ. Donc en gros, tous les engagements conventionnels, peuvent être soumis à sanction. Comment, ont été qualifiés les manquements? Donc il y a 4 types de manquements. Un manquement mineur, majeur, grave ou lourd. Donc un manquement mineur, ça va être principalement le manquement aux obligations, d'affichage. Ça comporte aussi la complétude de monenfant.fr et des enquêtes Filoué de l'enquête Filoué. Donc Filoué, je crois que ça concerne que les EAJE. Un manquement majeur, c'est l'absence d'information de la CAF quant à l'activité de l'équipement. Le non-respect des obligations, donc au regard de l'activité du public et des obligations légales et réglementaires. Un manquement grave, donc c'est l'absence de fourniture de pièces administratives, comptables et financières en cas de contrôle. Et le manquement lourd, c'est un manquement grave et répété, donc notamment lié à une falsification. La gradation des sanctions, donc en fonction de la gravité, des faits observés, la CAF mobilisera des sanctions proportionnées et cumulables, donc des pénalités financières, des suspensions de paiement, la résiliation de la convention. Le barème de sanctions est publié et mis à disposition sur le CAF.fr et en fait, il sera revu chaque année.
C'est un peu comme les barèmes de prestations. Le barème applicable est celui qui sera en vigueur au moment du manquement qui sera constaté. L'application des sanctions est cumulative avec les règles préalablement posées dans les conventions, comme la récupération des subventions versées à titre d'indu. Le gestionnaire ne peut pas demander de remise de dette sur une sanction. Donc là, de manière schématique, on a en fait les différentes étapes, puisque c'est lié quand même à une procédure que seule la direction peut enclencher. En fait, au niveau du service, nous, on va générer un fait, c'est-à-dire on constate quelque chose. Ça peut être à l'issue d'un contrôle, ça peut être lorsqu'un agent CAF se rend dans votre équipement service, ou ça peut être lors du traitement des déclarations de données. Sur ce fait générateur, il va y avoir donc un constat qui va être formalisé, et donc la direction décidera d'examiner le rapport et les preuves qui sont amenées, et donc elle peut décider de mettre en place une procédure ou pas. Mais elle est seule habilitée à décider d'engager la procédure. Et à partir de là, bon, ça ressemble, enfin, pour moi, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dans le contrôle, puisqu'on est dans des phases, en fait, d'observation pendant lesquelles un partenaire peut amener les éléments ou en tout cas, amener des arguments. Et puis, nous, en fait, on va informer de ce qu'on a observé, qu'est-ce qui va se passer, et ensuite, il y a cette période. Et puis, en fonction, une décision. Donc, si les manquements sont régularisés, donc dits mineurs ou majeurs, on est plutôt sur une formule d'avertissement. Donc, en gros, ça va passer par une notification. Si les manquements persistent, bon, là, pour le coup, il y a une notification de sanction. Donc, le gestionnaire qui conteste la sanction peut former 2 types de recours: le recours gracieux auprès du directeur ou le recours contentieux auprès du tribunal administratif. Avez-vous des questions? Alors, concernant, les sanctions, pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le fil de conversation. Par contre, j'ai vu des mains levées. Alors, j'essaie de débloquer les micros. Alors, c'est pareil, je vois pas au niveau du nom. Alors, il y a une question qui s'est écrite. Vous avez un exemple concret de faute majeure? Alors au niveau des fautes majeures, c'est le non-respect, ça peut être le non-respect des obligations au regard de l'activité de l'équipement, du public et des obligations légales et réglementaires. Donc c'est vraiment, en rapport avec votre convention. Ça peut être, par exemple, l'absence d'information à la suite d'un changement du règlement intérieur, du règlement de fonctionnement, du projet d'établissement, l'absence de fourniture de données financières et d'activités. Ça peut être le non-respect, sur l'application des barèmes, des participations familiales, quand, on y est assujetti, hein. L'ouverture à tous, voilà. Enfin, en fait, quelque part, tout ce qui fait, si vous prenez votre convention d'objectifs et de financement et vous regardez, en fait, tous les articles sur lesquels vous vous engagez, que ça soit la communication au regard du public, au regard donc, des données à nous fournir, enfin tout peut être concerné par une faute majeure, je dirais. Parce qu'après, le manquement grave
Là, on est plus sur, quelque chose de l'ordre de la falsification ou qui est lié au contrôle sur place. Donc, je dirais que sur, le traitement des déclarations, donc c'est quand même ce qui est le plus enfin, c'est ce qui a lieu tout au long de l'année, hein, c'est le principal de nos échanges au niveau, gestion administrative. On va être plutôt sur des fautes majeures. Parce qu'après la faute mineure, on est vraiment autour de l'affichage et des obligations d'affichage dans les structures. Alors c'est des choses que vous aurez, ben, sur le PowerPoint, donc je pense que vous l'avez, aussi potentiellement sur le barème. Ouais, c'est inscrit sur le barème. Donc, bon là, en l'occurrence sur 2025, ça y est peut-être pas, mais les barèmes 2026 qui seront publiés dans le CAF.fr, ça y sera. Et puis après dans vos conventions. Bah, écoutez, je vois pas d'autres, questions. J'ai débloqué le micro Brix. Mais par contre, si vous n'avez pas la possibilité d'activer votre, micro de votre côté, je pense qu'on vous entendra pas. Et il y a aussi également coopération territoriale, donc Mmh. OK, donc pas de questions pour, OK, Britt. bon. OK. Alors je continue. Donc je reprends la main sur OK. le partage. Oui. Je sais pas si vous voyez mon écran? Donc je poursuis. Donc, là, on va maintenant parler, des futures, évolutions à venir pour 2026, et suivants. Donc une première évolution qui va concerner les modalités de signature des conventions. Donc, dès 2026, on va, basculer sur, la mise en œuvre de la signature électronique. Donc ça va être de façon progressive pour tous les gestionnaires, qui vont avoir des conventions à signer et pour tout type de financement, que ce soit des prestations de services, des aides au fonctionnement ou des aides à l'investissement. Donc en tout cas, on va commencer par, ce qui concerne les prérequis et vous allez recevoir, dès demain, une fiche d'identité sous, la forme d'un questionnaire Forms pour pouvoir recenser les éléments nécessaires à cette mise en œuvre. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin, d'une, adresse mail, individuelle, si possible professionnelle, qui comporte le nom et le prénom. Des adresses, un peu, globales, et particulièrement génériques, on ne pourra pas, envisager une signature électronique, avec ce genre d'adresse mail. Donc, pour la mise en œuvre, on reviendra vers vous au cours du premier semestre pour un complément d'information, puisqu'on va, d'abord procéder à un test. Mais voilà, en tout cas, le prérequis et l'importance du moment, c'est, la fiche d'identité pour recenser les éléments qui vont nous être nécessaires. Donc ça sera dès demain sur vos boîtes mail. Donc effectivement, on va être sur une montée en charge progressive. Clairement, l'outil, c'est YouSign qui a été retenu et qui va être utilisé. On va y aller progressivement, mais bon, évidemment, on a besoin de recueillir les éléments en fait, hein, l'adresse mail du signataire, des personnes qui peuvent suivre les conventions dans l'outil.
même si vous allez peut-être pas être concerné tout de suite, tout de suite. Donc voilà, donc c'est bien si vous pouvez nous répondre rapidement. Mais c'est vrai que ça risque de nécessiter la création de boîtes mail, spécifiques à la personne qui est signataire. Il faut savoir que bon, là, on va être sur une montée en charge. À partir de 2027, s il y aura une obligation. On ne pourra plus vous envoyer les conventions par papier. Donc bon, évidemment, on vous invite à vous mettre en conformité le plus vite possible ou en tout cas à nous envoyer les éléments le plus vite possible de manière à ce que, ça soit, bah, voilà, qu'on essaye d'avancer rapidement sur le sujet. Ça sera quand même, un vrai gain et une vraie fiabilité de pouvoir utiliser la signature électronique et sûrement que vous l'utilisez déjà, avec d'autres partenaires. Donc merci par avance. Alors, par rapport aux questions qui sont posées, donc si l'adresse mail change, donc il y a deux cas, principaux, je vais dire. Le premier, ça va être en lien avec les élections, donc un nouvel envoi global de la même façon que ce premier sera fait, après les élections, justement pour pouvoir, obtenir un maximum enfin, parce qu'on sait qu'il y aura énormément de changements, donc pour nous, via le questionnaire Forms, c'est plus simple pour, récupérer les éléments. Et puis, on va mettre également, au sein enfin, dans le CAF.fr, une fiche pour, les changements qui seront plus, ponctuels ou heu, plus personnels, que ça ne sera pas au sein d'un contexte particulier comme les élections. Donc, il y aura une fiche, pour pouvoir changer l'identité, de, du signataire. En fait, si vous êtes concerné par un renouvellement de convention au 1er janvier, que vous soyez une association ou une collectivité, l'enjeu, en tout cas si vous êtes une collectivité, l'enjeu c'est de signer avant le 31 mars, de manière à ce que les changements, n'aient pas encore été opérés. Parce que sinon ça va tout retarder au niveau de vos déclarations et de vos versements de prestations. Si et ensuite en fait quand, vous allez changer, on vous enverra la même question, le même questionnaire et vous pourrez nous donner les nouveaux éléments. Mais là, on a un enjeu principalement pour ceux qui se renouvellent. Donc c'est vrai que si vous êtes une collectivité, qui est pas concernée par le renouvellement des conventions au 1er janvier 2026, il y a peut-être un petit peu moins d'urgence. Mais voilà, vraiment pour ceux qui se renouvellent, ça serait super si on pouvait, avoir les éléments, même si, il y a les élections qui arrivent, en mars. Alors une autre évolution, courant 2026, c'est aussi, l'arrêt de l'utilisation de l'applicatif Élan, puisqu'on va avoir une évolution du service AFAS de mon compte partenaire. Et donc, qui va être concerné par cette évolution? Ce sont tous les gestionnaires pour les financements des prestations de services classes et des subventions de fonctionnement, pour les appels à projets. Donc, la nécessité, ça sera d'avoir un conventionnement auprès du service AFAS de mon compte partenaire. Donc pour ceux qui bénéficient déjà des prestations de services, bah là, il y a pas de problème. La question va se poser pour, les personnes qui font uniquement des, demandes, dans le cadre des appels à projets. En tout cas, un atelier spécifique sera organisé au cours du premier appel à projet 2026, mais ça, cette évolution, elle est pas pour tout de suite, elle sera plutôt au cours du 2e semestre 2026. Donc on reviendra vers vous, à ce sujet-là pour vous donner beaucoup plus d'informations, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne les a pas, nous non plus. En tout cas, tout ce qu'on vous demande, c'est que si vous voyez un formulaire de demande de subvention dans l'applicatif AFAS, on vous demande de ne pas l'utiliser avant notre feu vert. Mais a priori, ça ne sera pas avant le 2e semestre 2026. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu l'information tout récemment. On a un système d'information, voilà, qui est développé en mode agile, donc ça
évolue, toujours à chaque version et il était prévu que ce formulaire soit disponible à partir de janvier et en fait, ils ont, reporté ou repoussé en tout cas l'intégration du formulaire dans mon compte partenaire AFAS. Normalement, vous ne devriez pas le voir, mais comme dit Stéphanie, si jamais vous avez une opportunité dans mon compte partenaire AFAS sur les subventions de fonctionnement, il ne faut pas la prendre et dans tous les cas, on recevra une demande sous ce format-là, ça ne serait pas recevable, hein. Donc le mieux dans ce cas-là, mais je ne pense pas que ça va arriver, le mieux, ça serait de nous prévenir surtout. Mais normalement, vous allez, bénéficier de modalités d'appel à projets telles que vous l'avez eu l'année dernière. Donc autre évolution en 2026, donc c'est des nouveaux supports de communication et une nouvelle ligne graphique à venir. Donc vous avez en priorité, enfin en primeur, les nouvelles affiches CAF pour faire part de la valorisation du financement de la CAF dans votre structure. Donc voilà les nouvelles affiches qui vont arriver. Donc on va rebalayer, voir s'il y a des questions Ouais. concernant ces évolutions majeures. Alors, il y a des questions autour des adresses. Donc, si l'adresse mail change, quelle procédure pour faire évoluer cette fiche? Tu as répondu. Donc effectivement, il y a plusieurs partenaires qui relatent le changement de présidence, annuel et du coup, qui oblige finalement à, créer une adresse à chaque évolution. Alors oui, là, pour l'instant, on n'a pas forcément de solution à vous apporter, mais effectivement, c'est une réalité. Aujourd'hui, une adresse générique, ça peut pas, être pris en compte, en fait, comme adresse signataire. Heu, pour C'est vous sûr, de c'est en pour termes oui. de pardon, c'est en termes de sécurité, hein, sécurité informatique, Ouais. donc c'est aussi enfin c'est pour pour à chaque fois qu'il y aura une signature électronique, même si vous l'avez avec d'autres partenaires, vous serez également dans l'obligation certainement de créer des adresses, de la sorte, hein. Une obligation RGPD. Hem, donc effectivement, on n'a pas trop le choix et d'ailleurs, pour illustrer, on s'est aperçu qu'il y a quand même de nombreux cas où les correspondants à face, on est sur des adresses génériques, alors qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont plus dans les structures et que les comptes ne sont pas clôturés. Donc, moi, je vous mets en garde, hein, sur, les contrôles, potentiels CNIL, hein, qui peuvent, amener jusqu'à un déconventionnement, dans la mesure où les règles, en fait, de sécurité, ne seraient pas respectées. Donc ça sera pareil sur la signature électronique. Donc Alors je il vois y a qu'il y une a ques beaucoup oui, pardon. Il y a pas mal de questions en cas d'absence ou de délégation. Donc, pour rappel, hein, les conventions, elles ne peuvent être signées que par le responsable légal, c'est-à-dire le maire, le président de votre, heu, de votre structure. Heu, Par contre, il peut y avoir effectivement des délégations de signatures et dans ce cas, mais vous le verrez dans le questionnaire Forms, hein, tout va vous être expliqué. Dans le cas d'une délégation de signature, il y a pas de souci, la personne peut être, désignée, mais il faut nous joindre la délégation de signature, heu, signée par le responsable légal. alors concernant les subventions, il y a une question autour de la subvention séjour. Alors je pense que c'est lié à ce qu'on a dit sur formulaires qui seraient sous mon compte partenaire AFAS. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, vous n'allez très certainement pas pouvoir, déclarer sous mon compte partenaire AFAS. Donc, pour tout ce qui concerne l'appel à projet 2026, ça va sortir là dans les prochains jours. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, ça va fonctionner comme l'année dernière via un formulaire
que vous allez renvoyer par mail sur notre adresse, habituelle. Et les éléments vont vous être transmis, je pense d'ici fin décembre. C'est en cours de préparation, donc normalement, il y a pas d'évolution. Les affiches, les nouvelles affiches, CAF, elles sont pas encore disponibles. Ce qu'on vous a montré, en fait, c'est ce qui va arriver en 2026. Donc comme ça passe par tout l'aspect, communication, le service communication et cetera, j'ai pas forcément les dates, précises, mais en tout cas, on nous a demandé de vous les montrer parce que c'est ce qui va sortir en 2026 en termes d'obligation d'affichage. Donc oui, pour rappel, hein, vu les nombreuses questions, par rapport aux délégations de signature, effectivement, le président peut, donner délégation à son directeur de structure. Il y a pas de souci si c'est son choix, avec donc nous, il nous faudra le justificatif de délégation de signature. Alors par rapport au délai de réponse sur l'appel à projet à venir, ça sera indiqué, je suppose, sur l'appel à Ouais, projet, Estelle? pour l'instant, oui, oui. Bon, je pense qu'on va être sur à peu près les mêmes délais que d'habitude, mais je veux pas trop m'avancer puisqu'aujourd'hui, c'est pas, tout est pas finalisé. OK. Donc on Du coup poursuit? ouais et alors là, bon, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire une rapide synthèse parce qu'il y a beaucoup de choses. Hem, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'aujourd'hui, les pièces qui sont liées à l'existence légale, d'un gestionnaire d'équipement service, elles vont être à fournir tous les ans. On va vous les demander tous les ans. Il faut retenir que l'attestation Urssaf, elle doit être à jour tous les 6 mois et qu'il faut nous la fournir tous les 6 mois. Hem Donc, pour rappel, vous devez fournir les évolutions de pièces dès que vous le savez et pas forcément attendre qu'on vous le demande. Hem, donc ce qu'on vous a mis, que vous pourrez récupérer sur le CAF.fr, du coup, là, c'est ni plus ni moins qu'un copier-coller de ce qu'il y a dans les conventions, donc sur l'existence légale des gestionnaires. C'est quelque chose, du coup, qui peut être, affiché. Bon, bah, la question du régime de sanctions, bah, je pense que ça a été très clair. C'est voilà, ça va faire partie des conventions à partir de maintenant. Quand vous aurez une nouvelle convention, ça y sera. Hem, donc bah, voilà, je ne vais pas forcément trop m'étendre. Nouveauté, la signature électronique avec une fiche d'identité à compléter ou en tout cas à laquelle vous aurez accédé demain. Heu Ensuite, un atelier spécifique qui va être organisé autour de l'appel à projet. Ça, c'est en gros le prochain rendez-vous. Nous, on vous fera des ateliers aussi sur les déclarations des prestations de services dans le courant du premier trimestre. Là, on vous a mis un petit rappel des rendez-vous importants. Donc, bah, du coup, c'est consultable et c'est pareil, je pense que ça peut être, imprimable et à afficher, sur tout ce que vous avez à nous fournir en termes de suivi des conventions pour les prestations de services. Est-ce que vous avez encore des questions? Je suis allée rapide parce que je suis allée vite, de manière à ce que ça reste synthétique. Ça fait beaucoup d'informations à intégrer. Alors, il y a une question concernant, l'accessibilité des éléments. Donc, oui, pour rappel, hein, PowerPoint va vous être, mis à disposition sur le site caf.fr, et fera l'objet d'une actualité, aussi dans le caf.fr. Donc, pour rappel aussi, hein, les affiches pour l'instant, elles ne sont pas disponibles. On
on vous transmettra des informations dès lors que notre service communication les aura reçues. Alors oui, le PowerPoint, il est pas encore sur le CAF.fr. On attendait, la présentation, aujourd'hui, mais il va y être, d'ici, enfin au plus tôt. Alors le Alors PowerPoint, il sera sûrement, alors je vais vous montrer rapidement quand vous vous connectez sur le CAF.fr, où est-ce que vous allez aller. Donc il n'y est pas encore, mais en tout cas, on a prévu de le mettre là. Alors attendez. Donc quand vous allez sur le CAF.fr, vous allez sur professionnels, offres et services, partenaires locaux. Bon ça, c'est valable, quelle que soit l'information que vous voulez avoir et qui concerne l'organisation partenariale de la CAF 17. Donc vous avez toujours sur cette page-là un bandeau avec les actualités, un bandeau avec donc l'ensemble des, thématiques, qui sont proposées et après un bandeau plus d'informations. Et nous, en fait, on va le mettre là. Gérer mes conventions avec la CAF et quand vous irez sur ce lien, vous pourrez retrouver le PowerPoint. OK? Après, on va essayer aussi de mettre des liens un peu partout parce que finalement la convention d'objectifs et de financement, elle est multiple. Elle peut être, pour une prestation petite enfance, elle peut être, pour une subvention de fonctionnement ou d'investissement, enfin bref, elle peut être valable partout, donc on va essayer de mettre des liens un peu partout. Mais spécifiquement par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui ou en tout cas, le plus facile pour y aller, ça sera gérer mes conventions avec la CAF. Voilà. OK, bah, écoutez, du coup, je vous propose qu'on s'arrête là, il est 18h31. Merci beaucoup à vous. Ça fait beaucoup d'informations, donc si vous avez, voilà, il y a sûrement des choses sur lesquelles il faudra des précisions ou d'autres questions. N'hésitez pas aussi à contacter votre chargé de conseil et développement préféré, de manière à peut-être aussi avoir, d'autres éléments. Et puis, vous pouvez aussi nous contacter sur aidepartenaire@caf17.caf.fr. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde et passez de bonnes fêtes. Au revoir. bonne soirée, au revoir.